البرنامج Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 3e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono sommaire de cette émission. Des nouvelles de notre élite en athlétisme qui a repris cette semaine sa préparation à Tikjda, dans les hauteurs de Tikjda en prévision des mondiaux hongrois et des Jeux olympiques de Paris 2024. On parlera également de la participation de nos jeunes tennisman au tournoi ITF en Turquie. Déception par contre de nos judokas aux mondiaux de Tashkent en Ouzbékistan. Élimination au premier tour de 5 participants sur 6. Seul Amilan Belkadi a réussi à franchir le premier tour. La mythique salle de boxe de Boudouaou menacée de fermeture, c'est l'enquête de 52 chrono. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, Sarah Devel a accompagné un globetrotter en la personne de Mehdi Derbah dans son périple. Une belle aventure riche en émotions. Vous allez la découvrir dans la deuxième partie. Et dans la première partie, nous avons le plaisir de recevoir un habitué à 52 chrono. L'actuel directeur technique national d'athlétisme de la Fédération algérienne d'athlétisme, donc Abdelkarim Sadou, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Abdelkarim, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup de l'invitation. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Également, à chaque mardi, on retrouve notre ami Sid Ahmed Bouraye pour des nouvelles fraîches, internationales et nationales. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous et ravi d'être ici. Alors, nous sommes tous ravis et d'autant plus qu'il y aura de belles surprises dans cette émission. Le décor est planté. On va commencer avec monsieur Abdelkarim Sadou. La saison athlétique, donc, elle va débuter dans quelques jours avec le lancement de la saison de cross-country. Mais avant cela, il y a une saison très chargée avec les mondiaux et les Jeux africains, les mondiaux hongrois d'athlétisme et les Jeux africains, bien évidemment. Et avec M. Sadou, on va découvrir le programme et surtout on va parler du lancement de la saison. M. Sadou, après une riche saison marquée par de très beaux succès, notamment aux Jeux méditerranéens d'Oran, avec 5 belles médailles d'or et d'autres résultats non négligeables également. Et aux mondiaux également, avec cette belle médaille d'argent de Sedjati sur le 800 mètres. Ça s'annonce également très chargé pour cette saison. Oui, il y a aussi, il ne faut pas oublier les championnats d'Afrique, qui est aussi une compétition de niveau relevé. Il y a eu nos athlètes qui ont brillé aussi au championnat du monde U20 à Cali. Donc c'est vrai que ça a été l'effervescence cette saison. Il y a eu beaucoup de résultats très probants. C'est de bons augures pour un futur proche. Donc actuellement, les athlètes reprennent progressivement la saison. Nous sommes carrément en début. Les athlètes s'entraînent aussi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont des sociétaires dans leur club. Donc ils commencent donc la préparation, bien sûr, dans leur club. Et puis il y a certains athlètes qui ont préféré l'altitude, tels que Sedjati Djamal, entouré d'un groupe d'athlètes. C'est un médaillé au championnat du monde, c'est un athlète actuellement de niveau mondial. Donc nous allons essayer de mettre à sa disposition les moyens possibles pour réitérer son exploit cette année, plutôt cette saison 2022-2023 à Budapest, et puis surtout en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024. Ouais. Donc il va y avoir aussi l'entrée en liste de la préparation, bien sûr, des autres athlètes. Moula, qui revient de blessure, a commencé la préparation progressivement, bien sûr. C'est un athlète sur qui il faut compter énormément aussi. 5e au championnat du monde, c'est un excellent résultat, surtout que c'est ses premiers mondiaux. Donc il a fait une saison, il a été champion d'Afrique. Exceptionnelle la saison. Ah oui, donc ça a été une année exceptionnelle.
Ça a été un plaisir et j'espère que ça va continuer. Donc il y a d'autres athlètes qui ont émergé, qui ont montré leur potentialité, notamment Bouhanani sur 110 mètres haies. Ouais. C'est une épreuve de très haute technicité. Il arrive à passer le premier tour et faire 13,37 au championnat du monde. Il a battu pas mal des meilleurs athlètes. Tels que les Français, oui. Tels que les Français, il a fait mieux que Trajkovic, le vainqueur le Chypriote, le vainqueur des Jeux méditerranéens. Celui qu'il avait battu, oui. Oui, bon, donc il a été champion d'Afrique, il ne faut pas l'oublier, médaillé d'argent à Oran. Il a de grandes potentialités. Je pense que c'est un athlète qui peut aller loin, même si c'est une épreuve des pays avancés dans ce domaine, mais nous y croyons. C'est un gagneur, c'est quelqu'un qui peut... Il a une grande marge de progression. Oui, il a une grande marge de progression. Et la série de résultats durant cette saison. Donc, oui, cette année, il a fait pas mal de compétitions. Une dizaine de courses. Oui, c'est ça. Donc, ça a contribué donc, déjà à gagner plus de rythme, à maîtriser le rythme. C'est une spécialité de rythme. Voilà, c'est une course de sprint rythmé. Et puis à gagner surtout en assurance. Actuellement, il n'a aucun complexe de courir avec n'importe quel athlète. Il a un mental fort, oui. C'est très bien. Donc il y a d'autres athlètes tels que Teleki aussi, tels que champion d'Afrique, plutôt champion méditerranéen. Il a eu quelques déboires de santé, mais là il revient. Il faut compter aussi avec Gouaned. Attention, il ne faut pas l'oublier. Celui-là. Donc, il est encore jeune. Voilà. Ouais. Parce que l'objectif, si vous voulez, pour 2024, et tel que tracé aussi par la tutelle, c'est d'essayer de qualifier le maximum d'athlètes. C'est le premier objectif. C'est important. Et puis le deuxième, c'est essayer de gagner des médailles. Et on peut le faire notamment dans une édition qui se déroulera en France où il y a beaucoup d'Algériens. Oui, donc ça va être encourager. Ça va vraiment les booster. Alors sur la préparation de nos demi-fondistes à Tikjda, qui a repris de plus belle avec un staff technique étoffé. Retour donc sur ce stage, début de stage, avec ce reportage signé Souilah Ahmed, et le commentaire est celui de Sid Ahmed Bouraïb. Les athlètes d'élite de la sélection nationale d'athlétisme sont à pied d'œuvre pour préparer de la meilleure des manières la nouvelle saison, chargée en événements, à commencer par les Jeux africains, les championnats du monde et les Jeux militaires. Nous sommes en début de saison, l'ambiance est très bonne. Tikjda se trouve en altitude, ce que nous recherchons, nous, en tant qu'athlètes. Nous visons les championnats du monde de Budapest et les Jeux olympiques de 2024, où nous espérons réaliser de bons résultats. Le quatuor de la sélection nationale et militaire fait de son mieux, mais quelques couacs sont à signaler, à l'instar de la piste d'athlétisme qui se trouve dans un état déplorable. Nous souhaitons que les autorités concernées réhabilitent ce terrain pour que tous les sportifs puissent en profiter. Nous sommes à 1800 mètres d'altitude, une aubaine pour se préparer ici au lieu de faire des stages à l'étranger. بصراحة احنا رياضيين اختصاص ألعاب القوى، احنا التدريبات تاعنا كاع تكون في المضمار وكما كان كما نقولوا حالفكم الحظركم. Nous venons d'achever une séance d'entraînement. La piste est catastrophique. Ce complexe est rattaché à la wilaya de Tizi Ouzou et nous espérons qu'il redevienne praticable comme il l'était avant. Tizi Ouzou، احنا نتمنوا هذه المنشأة الرياضية كما نقولوا تعاود ترجع كما كانت من قبل. Le centre national de Tikjda reste un pôle prisé par les sportifs qui préparent les échéances nationales, continentales et mondiales. Voilà un début progressif et surtout une manière de s'oxygéner avant d'entamer d'autres stages de préparation. Sadou ? Oui, ça c'est un stage introductif. Oui. Donc nous attendons d'ici là le plan de préparation de l'athlète en question, des athlètes, de l'entraîneur M. Bnid Ammar pour le discuter et pour le mettre en... Là c'est un projet de médaille olympique, il faut le rappeler. Ah oui.
Oui, pour écouter un athlète qui a été vice-champion du monde, je pense que... Champion méditerranéen. Champion méditerranéen, mais surtout champion du monde. C'est pas du tout la même chose. Mais là, il est vraiment dans le quota des meilleurs athlètes de 800 mètres. Donc là, il faut mettre le paquet. Lui et Moula. Lui, Moula, bien sûr. 5e place, c'est pas... Et vous allez me corriger si je me trompe, on n'a jamais eu une pléiade de spécialistes de 800 mètres comme ces 2 dernières années. Ils sont au moins 5 à... On peut même se permettre et rêver de battre le record du monde du 4 x 800 mètres. Oui, pourquoi pas. Pas. C'est tout à fait envisageable si le 4 x 800 est maintenu comme course de relais. Il y a les 2 athlètes, il y a Hathat aussi, il y a Gouaned qui s'entraîne très discrètement, il y a Abdelnoz aussi à moins de 1,45. Donc tous ces athlètes ont cette possibilité il suffit d'une étincelle parfois, donc il suffit de bien courir tactiquement et là on est sur le podium, on est carrément. Avant les championnats d'Afrique, Sedjati il avait le 3e temps, donc il ne pouvait pas participer aux championnats d'Afrique. Disons qu'il a fait un peu l'impasse. L'entraîneur a fait l'impasse sur les championnats d'Afrique. Son objectif c'était surtout les Jeux méditerranéens. Et je pense que ça a été réussi puisque la course a été vraiment impériale. Donc il a contribué aussi à aider son compagnon Hathat pour obtenir l'argent. Oui, pour obtenir l'argent, ça c'est vraiment avec un beau public également. Là, le public a été admirable. Hein. Je pense que ça, on a rarement vu ça en athlétisme, un stade archi-camp et puis un soutien pour les équipes nationales indéfectible. Ça a été une ambiance extraordinaire. Abdelkarim, on vient de voir les images, ce qui fait plaisir d'ailleurs, de reprise des entraînements de l'élite nationale. Par contre, des images désolantes de l'état de la piste de Tijdagh. On en a parlé souvent, mais rien n'a été fait à ce niveau. Oui, c'est une piste qui est complètement détériorée, malheureusement. Donc, elle est livrée. C'est un stade qui a été carrément livré à lui-même. Donc, un stade comme ça, dans une région, disons, entre guillemets, reculée, il fallait faire beaucoup plus d'efforts concernant l'entretien. Donc, il est devenu carrément un terrain vague. Mais un terrain comme ça aurait été très louable pour nos équipes nationales. Vous restez avec nous, Abdelkarim Sadou. Vous savez très bien que 52 chronos, c'est également d'autres disciplines. On va parler de tennis, on va changer de décor carrément pour parler de la participation algérienne, Sidi Ahmed Bouraïb, de nos tennis women au tournoi ITF d'Istanbul, en Turquie. Oui, 2 jeunes filles qui participent à ce tournoi, Wissal Boudjemaoui et Maria Badash, qui ont réussi leur entrée en lice en se qualifiant pour le 2e tour. Donc Wissal Boudjemaoui qui a battu la Turque Batal par 2-7 à 0, 6-3, 6-3 et Maria Badash qui a aussi battu une Turque 2-7 à 0. 6-4, 6-2. Les 2 joueuses, avant de partir pour la Turquie, ont donné leurs impressions et surtout leur objectif pour ce tournoi. Wissal Boudjemaoui, joueuse de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a commencé la préparation pour les 2 ETF juniors de Radin Labou la Turquie. Radin Labou sur terre dure. L'objectif est d'améliorer mon classement international. Bonjour, Maria Badash. اليوم en pleine préparation les 2 ETF juniors grade 5 اللي حيكونوا en Turquie du 10 jusqu'à 16 et du 17 jusqu'à 23 octobre. Inch'Allah, on va faire le maximum pour faire les meilleurs résultats et honorer le pays et améliorer le classement le maximum. On espère un beau parcours pour nos 2 tenniswomen en Turquie. On reste avec le tennis, Sidi Ahmed, pour donner l'information surtout concernant Inès Ibou, la meilleure Algérienne du moment. Inès Ibou qui participe à un tournoi en Tunisie, le tournoi de Monastir. Elle est qualifiée pour la phase finale où elle affrontera demain l'Italienne Sara Errani et Inès Ibou qui est aussi en lice en double avec sa coéquipière bulgare.
Et juste pour revenir sur Boudjmaoui et Badash, elles prendront part à un autre tournoi, toujours en Turquie. Ça sera du 17 au 24 octobre. Deux bonnes compétitions pour Badash et Boudjmaoui. Voilà pour le tennis. On reste avec Inès Ibou, puisqu'elle recule en simple et en double au classement mondial. Malheureusement pour Inès Ibou qui lors du dernier classement WTA d'hier qui se retrouve 580e au classement mondial. Donc régression pour Inès Ibou. Petite régression pour Inès Ibou, et espérons qu'elle va remporter le tournoi à Monastir en Tunisie. On revient à notre invité Abdelkarim Sadou pour parler cette fois-ci de la préparation d'une manière générale. Il y a plusieurs spécialités à préparer. On vient de voir nos demi-fondistes, les spécialistes du 800 mètres, mais il ne faut pas oublier les autres. Vous venez de parler de Bouhanani dans les épreuves techniques, lui et Yasser Tiriki, un programme spécial pour les jeunes, pour ces jeunes. Oui, bien sûr. Donc, ça va être. C'est pas la même préparation, il faut le rappeler. Bien sûr. Bon, je vous l'ai dit, il y a des athlètes qui ont déjà commencé la préparation, parce que il y a aussi la préparation au niveau du club, au niveau de leur, disons, de leur localité. Et puis, on va entrer carrément dans le vif du sujet par rapport à la préparation. Donc, surtout pour ces athlètes, surtout par rapport à leur plan de préparation. Donc, et là, on va entamer la préparation, disons, beaucoup plus spécifique. Ça va être pratiquement comme l'année passée. Donc, il va y avoir une succession de stages de préparation, que ce soit ici en Algérie et aussi à l'étranger. Il y a une classification des athlètes. Il y a la classe A, la classe B, certainement. Bon, certainement que les athlètes ne sont pas tous du même niveau. Ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes résultats. Donc il y a des athlètes du niveau mondial, il y a des athlètes d'élite, il y a des athlètes d'un certain niveau. Maintenant, et c'est tout à fait logique que la préparation ne soit pas la même. Il y a des athlètes dont l'objectif est carrément d'aller en finale au championnat du monde, en finale aux Jeux olympiques, même gagner des médailles. Il y a des athlètes dont l'objectif est de gagner des médailles aux Jeux africains. Cette année, il va y avoir les Jeux africains qui sera aussi... Objectif intermédiaire. Oui, un objectif très important pour le pays. Donc, tous les athlètes ne sont pas les mêmes sur le plan du niveau et donc sur le plan de la préparation. Lourde tâche pour un DTN de gérer tous ces paramètres. Bon, disons que c'est pas facile. Le DTN ne travaille pas seul. C'est une DTN. C'est une DTN. Il y a un DN, il y a un responsable des jeunes, il y a donc tout un collectif au niveau de la fédération qui travaille dans la sérénité et dans l'objectif, c'est d'aller de l'avant et d'essayer de gagner le maximum de médailles aussi pour 2023. Et dans l'objectif, c'est surtout confirmer ces résultats en 2024. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère pour ces sports individuels qui ont brillé, notamment, je parle de l'athlétisme, de la boxe, du judo. Et en parlant de judo, il faut savoir que les judokas algériens n'ont pas beaucoup brillé lors des mondiaux. En Ouzbékistan, voilà, j'y arrive avec l'élimination au premier tour de 5 judokas sur 6. Seul Amina Belkadi a réussi à franchir le cap des premiers tours. On a vu tout à l'heure l'état de la piste d'athlétisme du centre de préparation de Tixda. Une autre situation désolante, celle de la salle de Boudouaou, donc menacée de fermeture. C'est l'enquête de 52 chronos. Elle est signée Sid Ahmed Bouraïb. Il y a 43 ans était érigée la salle de boxe de Boudouaou qui a formé plusieurs familles de champions qui ont honoré l'Algérie au plan continental et mondial, à l'instar des familles Soltani, Bounab et Assous. Cette salle est aujourd'hui menacée de démolition par les autorités locales, jugée abusive par le club. Amel Boudouaou. On nous a informé que la salle sera démolie prochainement pour construire une salle d'ablution. Dehors se trouve un espace où ils peuvent la construire, mais ils préfèrent démolir la salle. Le maire nous a promis de nous affecter à un autre endroit. On est en train d'attendre. Les responsables du club ont reçu plusieurs courriers leur demandant de quitter les lieux le plus tôt possible.
Nous avons été surpris par la décision de démolir cette salle historique qui forme actuellement entre 150 et 200 enfants. Je lance un message au président de la République, au ministre de la Jeunesse et des Sports et à tous les responsables de secteur. Trouvez-nous une solution. Moi, en tant que vice-champion arabe, si vous démolissez cette salle où je vais m'entraîner, je suis athlète de l'équipe nationale, je dois rester compétitif et j'ai des objectifs. Si cette salle venait à être démolie, nous n'avons pas où aller. L'équipe de la télévision algérienne a essayé d'avoir le son de cloche des autorités locales, mais le premier responsable de la commune s'est excusé, évoquant des raisons personnelles. Le sort de la salle reste pour le moment en suspens. On attendra pour avoir justement ce son de cloche de la part des autorités locales, notamment Sidi Ahmed, un sort désolant que va subir cette salle. Oui, les membres du club qui ont reçu des promesses pour leur construire une nouvelle salle ailleurs, mais ils ne voyant rien venir, ils n'ont pas où aller, donc ils s'accrochent à cette salle qui est chère à leur cœur, puisqu'il y a eu plusieurs champions qui sont sortis de la famille Soltani, cette salle. Et il y a un champion olympique qui est sorti, le défunt Soltani. Oui, comme on a vu aussi dans le sujet, un vice-champion arabe. Donc, qui fait partie de l'équipe nationale. Donc, si on ferme la salle, ils n'ont pas où aller, donc ils seront obligés d'arrêter. Abdelkrim, un commentaire? Non, c'est désolant. C'est vraiment désolant. Parce que là, j'espère que ces promesses ne resteront pas que des promesses. C'est ça le problème. Si on veut que le sport réussisse, il faut vraiment construire des établissements dignes de ce nom. En athlétisme, nous vivons aussi dans certaines régions ce genre de problème. Parce que si on ferme cette salle, c'est toute la boxe qui va disparaître de la région de Boulouas. Et puis tous ces jeunes qui vont au lieu de continuer leur pratique sportive, peut-être qu'ils iront dans d'autres activités. Ils arrêteront carrément la pratique du noble art, on va dire. Voilà, espérons que le message est passé. On passe cette fois-ci à un moment de nostalgie avec les Jeux méditerranéens d'Oran. Et je vous invite à revoir la course d'Amin Bouannani. Superbe course finale du 110 mètres haies où il a décroché la médaille d'argent derrière le Chypriote qu'il avait battu quelques jours plus tard aux mondiaux. Une très belle course à revivre. On la revoit. Partie cette finale du 110 mètres, excellent départ de Amin Bouannani. Allez Amin, le Chypriote, Amin Bouannani qui va gagner cette course. Allez, peut-être une médaille d'argent. Les derniers mètres, Amin Bouannani. Excellente course, Amin Bouannani. Excellente médaille d'argent pour l'Algérie. Bien mérité pour Amin Bouannani. Bravo encore une fois. Il manquait un petit chouïa, Mohamed. Il a gagné avec 13,38. Donc Amin est probablement aux alentours de 13,40. Record d'Algérie qui est battu certainement. Son record. Non, mais c'est pas médaillé, c'est pas lire. Avec un vent nul carrément. Et 13,38 pour l'Algérie. Nouveau record d'Algérie. Excellente performance. 13,38. 13,34 le premier, le Chypriote. Il confirme. Plus 0,3 le vent. Ah oui. Oh, quelle course. Revoyez cette course. La mise en action. On va voir s'il a... Ah oui, il a touché la troisième haie. Dommage, la troisième, la cinquième. Ah, regardez, il fait un effort monumental pour rejoindre le Chypriote. Un petit cassé, il se jette sur la ligne d'arrivée. Et malheureusement, on revoit ici. Il est un petit peu haut sur les haies. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il est un petit peu... Parce qu'il est grand. Non. Aïe. Une fois qu'on touche la haie,
Le problème après, la trajectoire n'est pas horizontale. Donc on est obligé. Il a touché avec le ramené ou bien l'attaque? Avec le ramené. On touche souvent avec le ramené parce qu'on est trop. Oui. Et en descendant. Il se jette, grande foulée puissante, il n'aura pas l'or, mais l'argent bien mérité pour lui. Argent en or. C'est un argent en or. C'est une médaille d'argent en coup de l'or aujourd'hui. Oh, quelle course! Félicitations à lui, à son coach qui fait de. C'est un record national puisque le vent a été mesuré à plus 0,3, donc un vent pratiquement nul. Et c'est l'athlétisme et la boxe qui ont donné le plus grand nombre de médailles à l'Algérie durant ce tournoi méditerranéen. Oui, ça a été vraiment. Vous étiez au stade, vous avez perdu votre voix. Oui, surtout à la fin avec le relais 4x4 points, ça a été impérial, ça a été vraiment. Mais sinon, Bouanani était excellent sur peut-être un petit retard au départ, mais sinon, il a carrément perfectionné. C'est pour ça qu'il a fait plusieurs courses cette année. Justement, il a gagné énormément en rythme et surtout en assurance. Il a fait mieux que Trajkovic au championnat du monde. Bouanani a fait sa meilleure performance de l'année au championnat du monde. Il a terminé en beauté, oui. Il a terminé en beauté. Contre Trajkovic qui avait fait, je pense, 13,46 ou 13,48. 13,46, oui. Il était en baisse de forme. Est-ce qu'au niveau de la famille de l'athlétisme algérien, on est conscient que c'est un réel tremplin pour les Jeux de Paris, ces résultats réalisés? Oui, c'est clair. Actuellement, nous avons un noyau. Là, c'est une autre vision. C'est une autre vision. Sur 800 mètres, d'autres. Oui, non, c'est un noyau d'une sélection nationale multidisciplinaire. Il y a des athlètes sur qui on peut réellement compter. Donc, il y a le retour de Triki aussi sur 110 mètres. Et l'année passée, il a fait plus d'une quinzaine de sauts à 17 mètres. Oui. Et il est revenu au jeu. Il a eu quand même des problèmes de blessure, mais il est revenu à faire plus 17,07 à Oran. Oui. Donc il a battu Della Valle, mais Della Valle après était en finale des championnats du monde. Malheureusement, la blessure l'a contraint à revenir un petit peu. Mais sinon, il y a un noyau d'athlètes sur qui on peut compter, vraiment compter à Paris. Pour les mondiaux hongrois, des objectifs? Oui, bien sûr. C'est un petit peu tôt d'en parler? C'est pas tôt par rapport aux résultats qu'il y a eu à Eugene. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que Bouanani peut aller en finale. L'enchaînement de 2 mondiaux dans 2 années différentes, donc le 2022-2023. Bon, c'est un peu. Ça n'empêche pas de réaliser des résultats? Non, ça n'empêche pas. Maintenant, ça dépend des capacités compétitives des athlètes. Je pense que maintenant ils sont conscients. C'est des athlètes qui participent à des compétitions de niveau international. Donc, ils sont conscients de ça. Je pense qu'il faut au contraire multiplier ce genre de compétition pour être prêt le jour J. Et l'année en 2024, il va y avoir aussi les Jeux méditerranéens. Donc ça va falloir maintenir la forme. Voilà. Bon, il ne faut pas oublier d'autres athlètes aussi. Donc on va essayer de qualifier aussi. Enfin, les athlètes vont essayer de se qualifier. C'est ça un peu l'objectif. Vous l'avez dit, il y a 2 volets concernant les objectifs. Tracé aussi si vous voulez, par la tutelle, essayer d'aller avec le maximum d'athlètes, mais surtout essayer aussi de gagner des médailles. Et ceci concernera les athlètes les plus exceptionnels. Il y a plus de considération au niveau de la tutelle par rapport à la discipline d'athlétisme? Oui, comme toujours. Donc, je pense que l'athlétisme a toujours été... Non, plus d'intérêt, je veux dire. Oui. Moyen sur le plan finance. Oui, donc les résultats ont quand même confirmé, si vous voulez, la bonne forme de l'athlétisme d'une manière générale. Et l'athlétisme a déjà donné au plan mondial. Oui. Auparavant, il ne faut pas oublier Mkhloufi, il ne faut pas oublier Monchlé, il ne faut pas oublier les Saïd Guerné, les Saïd Sief, tous ces athlètes quand même ont donné. Et actuellement, c'est cette génération qui va aussi essayer de représenter le pays de la meilleure des façons. L'essentiel qu'il y ait une très bonne dynamique ces 2 dernières saisons. Des nouvelles d'autres sports également. Sid Ahmed Bouraïb, avant de quitter notre invité pour le 2e plateau. Avec du kayak et la belle performance de la sélection nationale au championnat
arabe qui s'est déroulé en Égypte. L'Algérie qui a engrangé 16 médailles, 9 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Le championnat arabe qui a vu la participation de 10 pays. Et en natation, un appel à candidature a été lancé pour occuper le poste de DTN. Donc les candidats doivent déposer leur dossier au niveau du secrétariat de la fédération avant le 20 octobre. Oui. Et bien sûr, il faudra être cadre de sport diplômé en natation et être disponible en permanence. Ce poste qui était occupé par Kamel Khomri. Voilà pour des infos concernant la natation, l'aviron également, 2 stages de préparation pour les sélections algériennes. En prévision surtout des championnats d'Afrique, ça sera respectivement à Mila et à Annaba, en prévision des championnats d'Afrique, je le disais, et Arabe 2022 qui se dérouleront du 25 au 31 octobre courant en Tunisie. On va donc vous laisser partir. Merci beaucoup Abdelkarim Sadou pour ces infos. On va se retrouver pour d'autres résultats, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation et je suis à votre disposition pour les prochaines. Y a pas de comme d'habitude. Merci beaucoup Monsieur Sadou Abdelkarim. Je vous invite à voir tout d'abord un portrait d'une jeune gymnaste qui a honoré les couleurs nationales pour la première fois. Elle vient de France. Elle s'appelle Keilia Nemour. Elle a remporté une médaille d'or au dernier championnat arabe. Donc c'était à Oran. Le portrait est signé Waïb Abdelhawa. Oui, ça donne des frissons. C'était top, j'ai adoré tout, l'accueil, la gym ici, on a vu le palmarès, l'ambiance et tout, j'ai adoré. Porter des couleurs nationales pour la première fois et monter la plus haute marche du podium a un goût d'inachevé pour Keilia Nemour, médaillée en or au dernier championnat arabe de gymnastique au bar asymétrique. Je m'appelle Keilia Nemour, j'ai 16 ans, enfin bientôt 16 ans, 30 décembre. Je suis une gymnaste. Je m'entraîne à Rouen au gymnastique depuis toute petite parce que j'habite là-bas. J'aime la gym et j'adore les sensations que ça procure, donc j'aime, c'est tout. Elle était acrobate à 7 ans. Son entraîneur, Marc Cherilenkou, a décelé en elle des qualités exceptionnelles, surtout au bar. Elle a des qualités physiques importantes, de souplesse, de dynamisme, mais je crois qu'elle a beaucoup de volonté. C'est une enfant qui a beaucoup de volonté et bien sûr l'année dernière donc, elle a été blessée, elle est bien revenue, on a fait tout ce qu'il fallait pour son encadrement médical et les entraîneurs et elle a vraiment une grande volonté de réussite. Moi je pense qu'une de ses premières qualités, elle a un très beau programme au bar, elle a une belle note de départ. Il faut affiner l'exécution, il y a encore de petits détails à régler, je pense qu'elle peut gagner quelques dixièmes encore. Elle aime bien la poutre, c'est vrai que le saut de cheval elle aime beaucoup moins et puis depuis 2 ans elle n'en fait pas beaucoup mais elle aimait pas beaucoup le saut de cheval avant non plus. Ça a toujours été un agrès difficile alors que c'est pas un agrès difficile mais bon c'est le saut de cheval où elle est moins performante c'est sûr. Enfant doué, pétri de qualités techniques, telles que la souplesse. Elle s'entraîne déjà 6 jours par semaine. Elle s'entraîne du dimanche au vendredi. Et je pense qu'au niveau du volume, c'est bien. C'est pas la peine de faire plus. Par rapport à son âge, par rapport à son niveau, c'est bien. Elle a déjà un bon programme toute la semaine. Ça, je pense qu'on n'augmentera pas le nombre d'heures. Elle est déjà à plus de 28 heures. C'est déjà très très bien. Et puis on va prendre les étapes les unes après les autres également, voir comment elle se comporte. Mais moi je suis assez content de ce qu'elle a fait jusqu'à présent parce que je trouve qu'elle s'est bien concentrée, elle s'est bien prise en main. Parce que c'est pas facile, ça fait 1 an et demi qu'elle n'avait pas fait de concours et là elle a bien pris les choses en main. Elle a du grand potentiel, je pense que
On va l'attendre vraiment pour tout ce qui est championnat du monde, les Jeux Olympiques, les étapes du monde, aussi les championnats d'Afrique aussi, les championnats arabes. Ici, c'est un très bon potentiel. Je pense qu'à l'avenir, on entendra parler d'elle. Aujourd'hui, quand on a 14-700 au bar, on ne peut pas nier que c'est un vrai potentiel. La note de départ est là, l'exécution est là. 14-7, c'est un potentiel de finaliste au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. Le potentiel est là. Mais ça va être long. Il faut garder ce niveau. Il faut qu'elle soit en forme. Les autres gymnastes vont travailler aussi. Elles vont sûrement progresser. Donc il va falloir se confronter dans d'autres compétitions pour s'évaluer et essayer de garder le meilleur niveau. Mais oui, c'est un vrai potentiel et je pense qu'on va l'aider, comme la fédération, les présidents vont l'aider pour atteindre des objectifs qui sont, je pense, à sa portée. Merci encore à tout le monde, à la fédération algérienne. Merci beaucoup. Beaucoup de défis attendent la jeune gymnaste pour dessiner une belle carrière en vert, blanc et rouge. Retenez bien ce nom, Kélia Nemour arrive à grands pas. Très joli portrait signé Waheba Belhawa. Elle a raison de dire, retenez son nom, Kélia Nemour. Elle vient d'enrichir, donc d'étoffer surtout l'équipe nationale de gymnastique et elle a eu déjà une médaille d'or au dernier championnat arabe à Oran. Deuxième partie, et on remercie d'ailleurs Abdelkrim Sadou et Sid Ahmed Bouraïb qui étaient dans la première partie. Deuxième partie, je le disais, avec notre collègue Sarah Delbal qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et elle n'est pas venue seule. Sarah, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à nos téléspectateurs, ravi d'être là à 50 de chrono parmi vous. Et vous faites partie de l'équipe de 50 de chrono et toute la rédaction sportive, je le disais, vous n'êtes pas venu seul avec un invité assez spécial. Assez spécial, très spécial. Donc j'ai avec moi un invité, donc c'est Mehdi Debrah. Il est très connu sur les réseaux ces derniers temps, même dans des chaînes internationales. Donc Mehdi qui a marché 157 jours pour être ici à Alger. Mehdi, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir. Mehdi. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue. Merci. Dans ce plateau consacré à l'omnisport et surtout aux exploits, comme ça a été le cas pour vous. Une belle aventure, riche en émotions, on va dire. Et vous allez nous raconter votre périple, où vous venez de France, vous vivez dans la région parisienne. Et Sarah, déjà, elle va nous raconter comment elle vous a découvert au niveau des réseaux sociaux pour décider de réaliser ce reportage. C'est assez simple, Mokhtar, puisque tout le monde l'a connu de la même manière, je suppose. C'était sur les réseaux sociaux, donc il a fait un peu le buzz sur TikTok, Instagram, même sur YouTube. Tout le monde l'a connu, donc il avait un peu plus d'abonnés à chaque fois qu'il marchait, un peu plus. Donc, une fois arrivé en Algérie, je crois qu'il a à peu près 700 000 personnes qui le suivent sur les réseaux, et du coup, je l'ai découvert sur ces réseaux-là et j'ai essayé de le contacter. En fait, c'était très très difficile par contre. Il le sait. J'ai essayé d'envoyer plein de messages. J'ai contacté sur mail, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, mais j'ai pas réussi. Et par contre, c'est ses abonnés qui m'ont aidé puisqu'ils m'ont identifié dans l'une de ses publications en lui disant qu'il y a une journaliste de Canal Algérie qui essaye de vous contacter pour vous faire un reportage. Et il m'a tout de suite contacté et j'ai fixé le rendez-vous. Vous deviez arriver le 5, c'était ça. C'est ça de base. Donc on avait le rendez-vous le 5 et il a pris du retard puisqu'il s'est bien amusé à Alger, enfin en Algérie. Il a passé beaucoup de temps à Djidjel, Skikda et j'ai fini par le rencontrer le 7, le jour de son arrivée à Alger. Et vous avez réussi à nous l'avoir sur le plateau. C'est un honneur que vous soyez parmi nous. Merci. Surtout que vous avez réalisé un beau périple et surtout ce qui est impressionnant, c'est la noble mission pour laquelle vous avez marché pendant 157 jours. Exactement. Racontez-nous un petit peu le périple et surtout le déclic qui vous a poussé à faire ça. Ouais. Alors, c'est ma 6e marche à pied. J'ai commencé le 5 mai. Voilà, je suis un habitué de la marche et toujours pour des associations. Sauf que cette fois, c'était spécial parce que je voulais faire cette marche en hommage pour mon père, paix à son âme. Donc, décédé dernièrement. Voilà, c'est ça. Au mois de décembre, exactement. Qui était un vrai sportif également. Un vrai sportif aussi, un coureur. Et du coup, en hommage pour lui, j'ai décidé de faire cette marche Paris-Alger à pied en récoltant des dons pour une association. Et donc, ça allait permettre
avec ces dons-là de la construction de plusieurs châteaux d'eau. Donc il y en a un qui a été déjà construit au Togo, il y en a un qui est en construction au Niger, on a fait une distribution alimentaire en Tunisie et on va en faire une en Algérie, Inch'Allah. Très prochainement. Très prochainement. Mais sinon, il faut raconter que vous étiez un sportif déjà auparavant. Oui, donc j'ai commencé en 2015 par Paris-Marseille à pied, ensuite Paris-Venise, Paris-Saint-Sébastien, Paris-Saint-Malo, Paris-Copenhague en 2021. Et là, je me suis lancé dans cette grande marche de 4200 km, Paris-Alger, en passant par donc, du coup, la France, la Suisse, l'Italie. J'ai pris le bateau en Sicile pour rejoindre la Tunisie et j'ai continué la Tunisie et l'Algérie totalement à pied. Et à chaque fois que vous marchez, il y a le drapeau algérien qui vous accompagne. Depuis Annaba. Ouais. Depuis Annaba, on me l'a accroché sur ma canne à pêche. Ouais, canne à pêche, oui. Voilà. Il y avait aussi un autre objectif aussi. Ouais. Il a fait la surprise à son grand-père. Oui. On était présents en retard pour voir la réaction. Et d'ailleurs, votre grand-père n'arrêtait pas de dire que la marche, c'est la vie, le sport, c'est la vie, même s'il a 76 ans, c'est ça, Mehdi? Voilà, il continue à marcher. Oui. Il incite les gens à le faire aussi. C'est ça. Déjà, si vous êtes là, après 157 jours, enfin Alger. Enfin. Donc ça fait 3 jours que vous êtes là. Oui. Vous profitez de votre famille. Ça se passe comment? Parlez-nous de ces 3 jours déjà que vous êtes ici. Ben, j'ai bien dormi déjà. J'ai bien dormi. J'ai passé du temps avec ma famille, mon grand-père. Franchement, c'est que du plaisir. Et c'est un changement parce qu'après 157 jours d'aventure où tous les jours je vois du nouveau paysage et je rencontre de nouvelles personnes tous les jours, ça fait du bien de se retrouver auprès des siens aussi, auprès de sa famille. Donc c'était un moment vraiment émouvant pour moi. De l'émotion, on va la découvrir à travers le reportage qu'a réalisé pour nous donc Sarah Derbal. À travers ce portrait, elle vous a accompagné durant les derniers jours passés ici à Alger. On va découvrir les images de ce reportage et on se retrouve juste après pour en débattre. Après 157 jours de marche, Mehdi Debrah arrive enfin à Alger. Ce jeune homme de 27 ans a entamé son aventure le 5 mai 2022, quelques mois après le décès de son père. Un habitué des grands défis, Mehdi a décidé de faire ce long périple en mémoire à son défunt papa. J'étais et maintenant je suis dans un autre état d'esprit. Je pense déjà que je ne suis pas pareil au niveau de la patience. Je suis un mec qui aime marcher, donc j'ai 27 ans, j'habite à Paris, c'est ma 6e marche. Je fais toujours des marches pour des associations et là je viens de faire 4200 km pour rejoindre Alger. Donc j'ai marché Paris, la Suisse, l'Italie, la Tunisie et actuellement je suis en Algérie. J'ai prévu de faire Paris-Alger à pied en 2021. Et ensuite, j'ai mis ce projet-là de côté pour me consacrer à ma vie professionnelle. Et ensuite, est arrivé le décès de mon père, Allah rahmou, où je me suis posé pas mal de questions et que je me suis dit que finalement, je pouvais commencer cette marche-là pour lui rendre hommage, Inch'Allah. Et finalement, ça l'a fait. Me voilà à Alger et je me suis dit que j'allais récolter des dons à travers ma marche pour pouvoir financer des châteaux d'eau et faire une sadaqa jariya pour lui en son honneur. Si l'épreuve semble titanesque, ce marcheur la voit comme une occasion pour se recueillir et récolter de nombreux dons pour lancer plusieurs projets humanitaires. Cette longue marche porte déjà ses fruits et quelques-uns de ces projets ont été concrétisés. Venir faire une surprise à mon grand-père, c'est une surprise. C'est en second plan parce que l'objectif principal de cette marche-là, c'est de récolter des fonds pour une association. Et cette association-là, à travers les réseaux sociaux, les gens pour me soutenir et me motiver tous les jours, mettent de l'argent. Et ça sert à financer des projets à l'étranger comme des châteaux d'eau et faire des distributions alimentaires. Donc il y a eu un château d'eau qui a été construit au Togo, un en construction au Niger. On a fait une distribution alimentaire en Tunisie. Inch'Allah, on va en faire une en Algérie dans les jours à venir. Plus de 4000 km à pied, avec seulement un sac à dos et un téléphone portable. En plus d'être un défi sportif, c'est une expérience humaine sans précédent. J'ai un panneau solaire qui me permet d'être autonome en électricité. Donc ça, c'est pour le côté réseaux sociaux, pour que je partage mon voyage et pour que je puisse avoir mon chemin. Une tente, un sac de couchage, une popote, donc une petite casserole avec une bonbonne de gaz pour me faire à manger. Et voilà, c'est tout ce qu'il me faut pour marcher 157 jours. Et pour dormir, vous faisiez comment? La tente, je demande à des gens s'ils peuvent bien m'héberger, me trouver un petit coin où je peux mettre ma tente. Après, en Algérie, j'ai eu que 3 fois à mettre ma tente sur 33 jours.
J'étais invité tous les jours. En fait, l'avantage de voyager seul, c'est que quand on voyage seul, on rencontre généralement plus de monde. Les gens sont curieux. Alors que quand on est à deux, on a tendance à s'enfermer avec son ami. Et là, parfois, les gens ils me voient, ils me disent « Qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où ?» Après, j'explique mon projet. Et généralement, tout le monde me tire chapeau. Et tout le monde veut participer, mettre sa pierre à l'édifice. Et là, nous sommes en chemin vers la maison du grand-père de Mehdi. C'est la dernière ligne droite de ce jeune homme qui a fait plus de 4200 km, voire 5 mois, plus de 5 mois de marche. Donc Mehdi est juste là, à 5 minutes de la maison de son grand-père. Mehdi, quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment-là? J'ai du mal à réaliser que j'ai marché autant de temps pour voir mon grand-père. Je suis ému, ça fait plaisir. Et là, j'ai juste hâte d'aller le voir. Peut-être qu'il y a mon oncle quelque part qui doit me voir, qui doit m'attendre, mais je suis trop pressé. Et bien là, on va vous suivre et on va voir la réaction de votre grand-père et la vôtre aussi. Let's go, let's go. Comment ça va? Ça va? Comment ça va? Son aventure s'achève ici. Un défi relevé pour Mehdi Debrah, qui retrouve enfin son grand-père après 4 ans. Un moment de joie pour ce jeune homme et une fierté pour toute sa famille. Bien sûr, je suis fier de lui. Est-ce que tu le sais depuis quand? Oh, ça fait bien longtemps. Il n'y avait pas de surprise en fait. Je suis très content. C'est des larmes de joie. 157 jours. Et voilà, me voilà enfin. J'ai retrouvé mon grand-père en famille et je vais profiter à fond. Depuis qu'il était petit, j'ai toujours adoré. Ça se voit qu'il vous adore aussi puisqu'il est venu à pied jusqu'ici. Juste pour vous. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi à tous les Algériens. J'ai pas pris de billet retour. Donc je sais pas combien de temps je vais rester. Vous n'avez pas pris l'aller aussi, hein? Ouais, j'ai pas pris l'aller. C'est vrai aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. Pour l'instant, je vais profiter du moment présent avant tout. Un challenge qui a passionné des centaines de milliers de personnes qui le suivent et qui étaient partout où il passait pour le soutenir et le motiver à aller au bout de son projet. Là, j'ai vraiment découvert l'Algérie. Une petite partie parce que le pays il est très grand, mais l'Algérie pour de vrai. Ça veut dire que j'ai traversé toute la côte, j'ai fait près de 800 km environ. Donc j'ai parlé aux Algériens, j'ai appris à les connaître dans leur globalité. C'est des gens généreux, ils n'attendent pas de me connaître sur les réseaux sociaux pour me donner de l'eau ou pour me donner à manger. Juste, on me voit marcher au bord de la route sous 40 degrés, on me ramène des bouteilles d'eau sans me connaître parce qu'ils savent que ça demande de l'effort et que c'est dur de marcher. Donc un mot que j'ai à dire, c'est simplement merci. Et tous les bons moments que j'ai passés, tous les gens que j'ai vus, qui m'ont aidé sur la route, qui m'ont même juste donné un sourire, c'est juste un grand merci. Et j'espère refaire d'autres marches, Inch'Allah, en Algérie. Et comme on dit, après l'effort vient le réconfort. Place aux vacances pour Mehdi Debrah. Et surtout, à des moments de famille, plein d'émotions. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très forte, l'émotion, et j'en connais quelqu'un qui est certainement très très fier de vous là où il est, le papa Rabbi Rahma. Ouais. J'espère franchement. Les fortes, c'est symbolique, vous rendez hommage à votre papa, et votre point de chute, c'est le grand-père. C'est fort. Ouais, c'est fort. Ouais. C'est très fort. C'était votre leitmotiv pour avancer dans votre... Oui. Tous les jours j'y pense. C'est ma motivation chaque jour. Chaque fois que je me réveillais, je sortais de ma tente ou que je me réveillais quelque part, je pensais à ça. Ouais. Je regarde aussi l'argent qui est dans la cagnotte de l'association. Ouais. Tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui me donne la force d'avancer. Il y a des fois où je marche pendant 10 heures dans la journée. C'est difficile, mais je me dis que c'est une belle action et ça me motive. Et cette force, Sarah Derbel, vous serez certainement d'accord avec moi, elle a été transmise à tous ceux qui l'ont accompagné durant ce périple. Tout à fait. On l'a vu à travers les images. Puisque déjà, ils ont contribué à ces projets. C'est grâce à ces personnes-là que vous avez 60 000 euros sur votre cagnotte. Donc, c'est ces personnes-là qui vous ont aussi donné ce courage et vous ont motivé à continuer à aller de l'avant. Et en parlant de cagnotte, vous avez démarré avec l'ambition d'avoir seulement 10 millions d'euros.
10 000, pardon, 10 000 euros. Ouais. Et vous en êtes à 60 000. Vous avez réussi à construire un château d'eau au Togo, un autre en pleine construction au Niger, une distribution alimentaire en Tunisie, une autre, le 15 Inch'Allah, en Algérie. Donc c'est une fierté pour toute la famille, surtout pour vous, puisque tout ce que vous avez fait, on le voit, ça se paye, et on va le voir dans quelques instants. On a vu la joie et les larmes des personnes qui ont bénéficié de l'eau au Togo, des personnes qui ont bénéficié des dons alimentaires en Tunisie. Oui. Franchement, c'est que de l'amour. Ouais. C'est que de l'amour et je suis... C'est le mot, hein. Vous avez transmis de l'amour et des ondes positives surtout. Voilà, surtout. C'était le but recherché. Bien sûr. Franchement, c'était le but et je ne m'attendais pas à ce point. Ouais. Donc, mais dès au Togo, vous n'étiez pas sur place, vous avez vu ça à travers des photos, puisque l'association pour laquelle vous marchez, donc Life ONG, c'est elle qui s'est occupée du reste. Mais en Tunisie, vous étiez là-bas à distribuer ces dents. On les a vus tout à l'heure en images. On a vu quelques images de la Tunisie. Donc, ça vous fait quoi d'être sur place et de distribuer ces dents-là sur lesquelles vous avez tant donné, pour lesquelles, vous avez tant donné, vous avez... C'est les moments où je pense le plus à mon père, Allah yarhamou. Voilà, donc c'est ça le leitmotiv. Voilà, c'est ça. Dans ces moments-là, je pense qu'à lui. Déjà, l'élément déclencheur, en plus, ça vous a accompagné durant tout le voyage, tout le parcours. Tout le voyage, ouais. Ce voyage vous a-t-il permis, est-ce qu'il vous a aidé à faire votre deuil, Mahdi ? Oui, parce que la marche me permet de rentrer dans une introspection tous les jours. Donc je suis avec moi-même parce qu'il y a des fois où je suis accompagné, mais il y a des fois où je ne le suis pas. Le voyage, c'était 157 jours. J'ai passé beaucoup plus de moments seul. Mais c'est des moments seuls parfois qui sont durs, mais qui font du bien et qui sont importants. Surtout dans les moments de fatigue. Là, vous vous surpassez pour donner le meilleur de vous-même. Et là, vous avez, puisque vous êtes cuisinier de formation, serveur. C'est votre donc, métier. Oui. Et donc ça vous a aidé pour préparer vos plats, on le voit d'ailleurs ici. Les popote time. En live, exactement, toujours avec mon réchaud, ma bonbonne de gaz. Après en Algérie un peu moins. Les gens ils me ramenaient tout le temps à manger. J'ai la bonne bouffe algérienne. Voilà, parlons de l'accueil. Il m'a dit vous avez un t-shirt dans lequel tout le monde, toutes les personnes chez qui vous avez passé la nuit ont signé sur ce t-shirt. Et il est, on va dire, archi plat. Oui, il est plein recto et verso. Ouais, donc vous avez eu de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. C'était comment les gens venaient vous aborder pour vous dire venez, vous passez la nuit chez nous. Surtout ici en Algérie, vous m'avez dit que vous avez posé votre tente uniquement 3 fois, donc pendant tout le chemin, vous étiez hébergé chez des personnes. Exactement. En Algérie, les gens ils sont curieux, ils viennent vous voir. Vous voir. Qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, tu marches, tu vas où ? Je vais sur Alger à pied. Là, c'est en Afrique, hein ? Oui, exactement. Là, c'est les images. Allez-y raconter en Algérie, non ? Et du coup, oui, franchement, c'était incroyable que les gens ont été accueillants comme ça, c'était super. Pour ce qui est de la Tunisie, l'Italie, la Suisse et la France ? Oui, pareil. Les gens, ils ont été très accueillants avec moi du début à la fin. En Tunisie aussi, en Italie aussi. Et la Suisse et la France, pareil, toujours des gens qui viennent m'aider. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant. Qu'il y a des personnes bien et qu'il faut en parler, qui sont là pour aider les gens. Et on me dit souvent que je redonne foi en l'humanité et c'est un beau compliment. Et ça me fait plaisir. Ça, c'est le sentiment du devoir accompli ? Oui. Après 157 jours de marche, ouais. Des anecdotes à raconter avant de découvrir la vidéo que nous a ramenée Sarah, des anecdotes durant votre parcours. Une anecdote que j'aime raconter souvent, c'est que moi je déteste faire les détours. Les gens qui me suivent savent que je fais jamais de détours. Et donc pour éviter 3 heures de détour, j'ai traversé une rivière en nageant. Et il y avait beaucoup de courants, c'était assez dangereux. Risqué ? Ouais, c'était risqué. Ici en Algérie ou bien ? Non, c'était en Italie. En Italie. Et pour me reposer, j'étais vraiment épuisé. Je me suis assis à côté d'une maison. Et la dame, elle m'a regardé, elle m'a dit « T'as traversé la rivière ?» Je lui ai dit oui. Elle m'a invité chez elle, je me suis douché, elle m'a fait à manger. Et elle était très touchée parce qu'elle m'a dit « Ce que tu as fait, c'est très dangereux. » Parce que son père, son ami, est décédé dans cette rivière-là. En plus. Et donc c'était une leçon que j'ai prise ce jour-là. Vous parlez de l'Italie, vous avez aussi, vous êtes passé par un chemin à Sapri, c'est ça, en Italie ? Exactement, qui était très très difficile. Vous vouliez arrêter à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est la seule fois peut-être du voyage où je me suis dit qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il y avait des éboulements, c'était le 4 août. À la veille de votre anniversaire. Oui, exactement. C'était le 4 août, je me suis dit que ça allait être la fin du voyage. Mais alhamdoulilah, ça va.
Je suis là pour en parler. La suite était bonne? Excusez-moi, Mokhtar. Oui. Vous n'avez pas eu d'autres chemins pareils, difficiles? Si, toujours des petites difficultés et tout. Mais pas autant que celui que ça a pris. Pas autant, c'était la frayeur de ma vie. Eh bien, tant mieux, vous êtes là. Voilà. Vous êtes de quelle région ici en Algérie? Donc Alger, et mon grand-père du côté paternel de Jijel. De Jijel. Voilà. Vous êtes passé par Jijel? Oui. Ah, et en fait, Mokhtar, il m'avait dit, le jour où je suis allée le rencontrer, il m'avait dit qu'à Jijel, il y avait une ambiance... Oui. Ouais. Il y avait une très bonne ambiance à Jijel. Je voulais attendre la fin de votre voyage pour vous dire quelle ville choisirez-vous ici en Algérie? Et je suppose que c'est toujours Jijel? Pour l'ambiance, pour l'accueil, pour la ville qui vous a plus émerveillé, on va dire. Alger, Jijel. Alger, Jijel. Dans la région du grand-père. D'autres opérations du genre, plus tard? Ça vous a ouvert l'appétit, certainement. Exactement. Oui, j'ai d'autres projets. Mais je suis indécis. Je sais pas encore. On prend du repos d'abord? Un peu, mais ça va. Je crois pas qu'il prend du repos parce qu'il est venu à pied jusqu'ici. Pas de repos pour Mahdi. Belbiar jusqu'au boulevard à pied. Exactement. Donc vous connaissez Alger? Oui, ça va. Vous venez souvent? Ouais. Eh ben très bien. Allez, Sarah, on peut voir la vidéo? Oui, elle est prête la vidéo. Saïd Bouhadjoum qui est de la même région que vous. Saïd Bouhadjoum, notre réalisateur, c'est un vrai Djidjilien, on va dire. Voilà, un petit coucou à nos amis de Djidjel. La vidéo est prête avec Nassima Zaidi pour parler surtout de la suite du parcours, certainement. Oui, mais bien d'autres points de... C'est bon. Voilà, elle est partie la vidéo. Je suis très content, Mehdi. Je suis très content. Regardez l'eau. Vous nous avez donné l'eau. Vous nous avez donné la vie. Je suis très content. Live en avant. Toujours live. Encore live. Dans beaucoup de villages de Dampen. Merci beaucoup. Merci. Ça fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Ça, c'est les 100 autres colis de... Voilà, belle symbolique et surtout ce lien entre l'eau, la vie, l'hommage rendu au papa et la rencontre après 4 ans avec le grand-père. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une belle recette pour donner l'exemple à tous ceux qui sont découragés dans cette vie. Ouais. C'est une des leçons à retenir de ce voyage, c'est quand on veut, on peut. Voilà. C'est le slogan que vous avez porté durant... Non, c'est nouveau ça. C'est nouveau. Vous l'avez découvert ici dans notre émission. C'est bien. Donc, prochaine étape, ça sera ce slogan que vous allez porter, qui va vous accompagner. Ça. Pourtant, moi, cette vidéo m'a beaucoup touchée. Vous avez donné l'eau. L'eau, c'est la vie. Et il vous l'a dit. Vous l'avez donné de l'eau à 3000 villageois, c'est ça? C'est ça. Au Togo. Ça vous fait quoi, Mahdi? C'est juste impressionnant. Ouais, j'ai eu du mal à réaliser au début et plus le temps passe, plus j'arrive à réaliser. Et je voulais remercier vraiment tous les gens qui ont participé à la cagnotte, qui ont partagé. Parce que c'est aussi c'est grâce à vous. Ouais. C'est grâce à vous que... C'est notre devoir de vous accompagner. Ouais. Vous voyez le travail de journaliste, elle a tout fait pour vous avoir. Exactement. Finalement, ça a été une bonne cause pour... Très bonne cause, même une très belle histoire. Donc synonyme de détermination et d'espoir surtout. Parce que vous avez donné de l'espoir à toutes ces personnes-là. Et pas seulement les personnes à qui vous avez donné quelque chose, des dents ou même construit un château d'eau, même les personnes qui vous suivent. Peut-être ces personnes vont se fixer des objectifs grâce à vous. Ça va peut-être les tenter. Moi, personnellement, ça me tente de faire du bien comme vous l'avez fait avec rien. Donc, vous avez marché. On ne va pas dire rien, mais vous avez seulement marché et récolté tout cet argent-là pour pouvoir réaliser tous ces exploits. C'est ça. Ce qui est magnifique également, c'est le contact qu'il a eu avec les gens et qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu. Ça, c'est magnifique également. Ouais, les gens, ils ont été incroyables sur toute la route, franchement. Un dernier mot, puisque l'émission touche à sa fin, certainement un message au monde entier, aux Algériens surtout. Franchement, la caméra est devant vous. Motivez-vous, sortez de chez vous, faut pas avoir peur. Allez à l'aventure, Inch'Allah, tout se passera bien. Inch'Allah, tout se passera bien, notamment pour vous, Mahdi Debarah. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'est vraiment un moment de joie que vous partagez avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, et merci à Sarah également. Ça m'a fait plaisir. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Je ne sais pas comment vous allez repartir en France, peut-être à pied, encore une fois. Bonne question. Vous savez pas aussi. Je suis sûre qu'il va le faire. Voilà, je souhaite bon courage, Mehdi. Merci. Et à d'autres succès, Inch'Allah. Inch'Allah. Et continuez à faire du bien autour de vous. Merci vous le beaucoup. faites très bien en tout cas. C'est gentil. Merci Sarah Derbal, merci Mehdi Debarah pour ce moment de bonheur. Voilà, on se quitte sur cette note d'optimisme. On se retrouve mardi prochain pour d'autres informations fraîches. D'ici là, restez branchés sur Canal Algérie. N'oubliez pas, jeudi soir avec Riyad Belkhadim, le week-end sportif et toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal Algérie. Merci aux membres du studio numéro 2, à leur tête Saïd Bouhadjoum, le réalisateur, Nassima Zaidi et Mustafa Bouzidi, le directeur de production. Et merci à toute l'équipe journalistique. Allez, à mardi prochain.